Quand il y a des braquages tous les jours, quand il y a des cambriolages tous les jours, quand il y a des personnes âgées attaquées tous les jours, le pays n'est pas en paix à l'intérieur. L'État-nation n'a pas été créé pour fixer les salaires de nuit des infirmières ou le jour d'ouverture des soldes. Il a été créé pour faire en sorte que le pays soit en paix à l'intérieur, respecté à l'extérieur. Pas de guerre, pas de désordre. Xavier Hofer, bonjour. Bonjour. Vous êtes criminologue et enseignant en criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Et vous êtes l'auteur récent de Le crime mondialisé aux éditions du Cerf. Alors, vous dites donc que la mondialisation est un facteur de l'évolution du crime. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce que auparavant, sur cette planète, il y avait un certain nombre de barrières infranchissables. Songez par exemple à l'Europe coupée en deux par le mur de Berlin et les champs de barbelés, les champs de mil qu'il y avait au-dessus et au-dessous, qui divisaient l'Europe en deux blocs. Et à ce moment-là, si vous aviez par exemple un camion chargé d'héroïne à Kaboul, il n'y avait aucune espèce de moyen ni de façon de passer de là jusqu'à l'Europe occidentale. Depuis l'effondrement du bloc de l'Est et depuis la chute du mur de Berlin, vous pouvez aisément prendre un camion. C'est un exemple, bien sûr. Ils utilisent des moyens plus subtils. Mais si vous prenez un camion chargé de drogue à Kaboul, vous pouvez rouler jusqu'à Amsterdam sans difficulté. Et la seule chose que vous rencontrez sur votre route, ce sont des douaniers qui sont généralement payés quelques dizaines d'euros par mois, donc qui ne sont pas tous à l'abri de la corruption. La mondialisation a simplifié les flux criminels autour de la planète. Et puis la deuxième raison, qui fait que la mondialisation criminelle s'est faite très vite, et beaucoup plus vite même que l'autre, c'est que les bandits, les malfaiteurs, les hors-la-loi, les trafiquants d'êtres humains, les trafiquants d'armes, les trafiquants de drogue, ils n'ont aucune espèce d'obligation légale à respecter. Ils sont, au sens strict du terme, des hors-la-loi. Si j'ai envie de transformer un local de l'université en boucherie, ça prendra des années de paperasse et peut-être n'y arriverai-je pas. Si je suis un trafiquant et si je veux passer du trafic d'êtres humains au trafic de drogue, il suffit que je le décide et puis c'est fait. Donc ça a été beaucoup plus vite. Je vais vous donner un exemple concret de cela. 3 semaines après la chute du mur de Berlin, dans le quartier des Champs-Élysées à Paris, il y avait des prostituées venues du bloc de l'Est. Voilà, la mondialisation des voyous, ça prend 3 semaines. Après ça, j'ai interrogé le préfet de police de Paris. Il a fallu genre 3 ans pour que les policiers chargés de la lutte contre le proxénétisme en France et en Russie se parlent. Donc la mondialisation des voyous, elle se fait très vite, et celle des gens honnêtes, pour toutes sortes d'obligations, de considérations bureaucratiques, etc., elle prend beaucoup de temps. C'est ça l'explication du phénomène. Et donc aussi la mondialisation du terrorisme. Bien entendu, si vous pensez au terrorisme de la guerre froide, vous avez pratiquement une dizaine d'organisations en Europe. Vous avez des Irlandais qui tuent des policiers nord-irlandais ou des militaires nord-irlandais en Irlande du Nord. Vous avez des Basques qui tuent des policiers au Pays Basque. Vous avez des gens des Brigades Rouges qui tuent des magistrats italiens. La mondialisation faite, vous avez Al-Qaïda, où simplement au bout de 5 ans d'existence d'Al-Qaïda, vous avez 60 nationalités opérant dans 80 pays différents. La mondialisation du terrorisme, notamment islamiste, elle aussi a été foudroyante. D'accord, vous parlez donc du terrorisme, vous évoquez l'existence de terroristes hybrides, des ex-voyous. Vous dites aussi que le phénomène s'estompe en Europe. Pourquoi ? Eh bien, d'abord, on le constate. Si on revient aux années où il y avait tous les gros attentats islamistes en Europe, c'est-à-dire les années 2004, 2005, 2006, à Londres, à Madrid, etc. À l'époque, Europol compte pour l'Union européenne tous les attentats réussis ou entrepris. C'est-à-dire, on a trouvé la bombe et elle n'a pas explosé, mais on la compte quand même parce qu'il y avait volonté de nuire, ou alors ça a explosé, ça a fait des morts. Attentats réussis ou entrepris dans l'Union européenne entre 2004 et 2006, 600 à 700 par an. Aujourd'hui, et constamment depuis à peu près maintenant plus d'une décennie, c'est moins de 100 attentats pour toute la grande Union européenne, 500 millions d'habitants, encore à l'heure actuelle 28 pays. Voilà, moins de 100 attentats, et une grande partie de ces attentats sur 2
minuscule partie du territoire européen que sont l'Irlande du Nord et la Corse. Il y a des pays, à l'heure actuelle, je crois, 20 pays sur 28 de l'Union européenne dans sa configuration actuelle, qui n'ont pas eu un seul attentat depuis 2009. C'est-à-dire que si c'était une maladie, si c'était la variole ou le choléra, on dirait c'est éradiqué parce qu'il n'y en a pas eu depuis au moins 10 ans. Voilà. Donc le terrorisme en Europe, c'est sanglant, ça choque les gens, c'est, si vous voulez, spectaculaire, et c'est dramatique, mais c'est peu de choses au fond en termes de quantité de morts. Je vais vous donner un élément de comparaison sur le seul continent africain. Le trafic d'armes légères, vous savez, les armes du style pistolet, fusil, revolver, mine, enfin les trucs bas de gamme, quoi, etc. Ça fait un Hiroshima tous les 3 ans. 150 000 morts, à peu près tous les 3 ans, 50 000 morts par an. Voilà le nombre de morts que provoque le crime organisé, et le terrorisme en provoque beaucoup moins. C'est plus choquant. Les trafics d'armes en Afrique dont je viens de vous parler, c'est jamais dans le journal, ou pratiquement, donc ça n'affole pas les gens et ça les inquiète pas, mais le crime organisé transnational produit des drames bien pires que ceux du terrorisme, quelque répugnants et affreux qu'ils soient. Donc, quid des revenants de l'État islamique? Alors d'abord, au niveau de l'Union européenne et au niveau français aussi, on nous a affolés en disant ils vont revenir, ils sont des centaines et ils vont mettre l'Europe à feu et à sang. On disait le chiffre de 300, je crois. Oui, non, pour la France. Mais pour l'Europe, c'était 1000 ou quelque chose comme ça, pour l'Union européenne. En réalité, la dernière statistique que j'ai, c'est le 2e semestre de l'année 2018. C'est une année achevée, donc on peut faire la comptabilité. Je crois que des éléments, non pas les femmes et les enfants, il faut se méfier, effectivement, les femmes sont parfois très fanatisées, mais les gens capables de combattre et tout, pour la France, c'est pour le 2e semestre de l'année 2018, il y en est rentré 9. Connus. Il y a toujours des gens qui peuvent essayer de se faufiler entre les frontières, mais en gros, on en repère déjà pas mal au Moyen-Orient, on en repère d'autres dans la zone qui est la seule par laquelle ils peuvent rentrer en Europe de façon terrestre, c'est-à-dire les Balkans. Donc sans doute, n'y a-t-il pas sur les 3000 ou 4000 Européens d'Europe de l'Ouest connus pour avoir été combattre entre la zone Syrie-Irak, plus d'une vingtaine ou une trentaine à l'heure actuelle, un peu paumés dans les Balkans. On ne sait pas exactement où ils sont, mais on sait qu'ils sont là. D'accord. Donc, et si leur retour éventuel se passait, est-ce que ça poserait problème pour vous, pour le criminologue ? Bien entendu, ça pose problème, parce que ce sont dangereux. Eux savent se servir des armes de guerre. Au sens strict du terme, ils sont aguerris, mais songez au fait que tous ne sont pas dans la disposition d'esprit de continuer le combat. Beaucoup de ces individus ont été terrifiés par ce qu'ils ont vu. Ils sont partis au Moyen-Orient un peu la fleur au fusil en disant on va faire la guerre, et pour eux la guerre c'était les jeux vidéo, quoi, sur voilà. Et quand ils ont vu ce que c'était que la vraie guerre, quand ils ont vu le sang, les morts, les cadavres, certains sont devenus d'authentiques fanatiques, beaucoup ont été tués, et d'autres sont revenus complètement traumatisés. Je vais vous donner un exemple précis. Quelque part au début de l'année 2018, 3 de ces garçons, 20-25 ans, ont été attrapés alors qu'ils rentraient par Lyon, par un avion qui atterrissait à Lyon. Et la police les attendait ailleurs. Bref, ils ont pu se perdre dans la nature, mais ils ont été rattrapés dans le midi de la France 2 ou 3 jours après. Dès que les gendarmes ont été à leur contact, ils ont exigé, supplié, en pleurant, de voir tout de suite un magistrat. Ils voulaient voir un magistrat tout de suite. Alors à la fin, on a accédé à leur désir parce qu'ils étaient tellement pressants. Et une fois qu'ils ont été en face de magistrat, ils ont dit on préfère faire 10 ans de prison en France que de retourner un seul jour là-bas. Ce qu'on a vu est affreux, plus jamais ça. Et ils étaient totalement bouleversés, quoi. Donc il y a beaucoup de gens qui ont été sur des zones de combat qui étaient d'une férocité absolue, ou traumatisés par les bombardements, notamment les bombardements russes, où ils n'ont pas été à la légère. Enfin, après tout, c'est des terroristes, mais ils étaient quand même dessous. Et beaucoup de ces garçons étaient traumatisés. Et alors, je sais qu'il faut peu de monde pour faire un attentat, mais quand même une partie
des combattants qui rentrent sont, j'allais dire, neutralisés dans leur tête, quoi. Ils n'ont qu'une seule idée, c'est d'oublier tout ça. Chaque jour, quand un État est soumis à une phase, à une vague d'attaques terroristes, chaque jour, l'appareil d'État apprend un petit truc en plus. Mais ceux qui sont dans la clandestinité, chaque jour, ils perdent des éléments et ils oublient des éléments. Dans la clandestinité, j'ai connu des gens qui vivaient dans la clandestinité, des filles de la fraction Armée Rouge au Liban, etc. Ces gens-là passent la totalité de leur existence consciente à survivre. C'est-à-dire que pour nous, si quelqu'un il frappe ici à la porte, bah, c'est le facteur. Si vous êtes clandestin, vous allez faire un bond en l'air et essayer de partir par la porte derrière. C'est peut-être 10% d'activité et d'action terroriste, mais 90% à survivre. Donc à partir du moment où vous êtes dans la clandestinité, vous n'apprenez plus rien de nouveau ne peut pénétrer dans votre esprit. Ce qui fait que si la vague terroriste dure longtemps, forcément et toujours, et sans exception, les terroristes perdent et l'État gagne. Parce que l'État, lui, il continue, c'est une machine très lourde, très lente, mais il apprend un petit truc nouveau chaque jour. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il faut juger les djihadistes qui font pas 3 mètres de haut et qui sont pas plus forts que les autres. Voilà, ils ont profité d'un effet de surprise et à la suite de quoi, petit à petit, leur base est en train d'être rongée dans un contexte où beaucoup dans le monde musulman sont effrayés et ont peur de ces individus-là. Je peux vous dire que j'ai eu beaucoup dans ma vie d'étudiants africains qui viennent de l'islam sahélien, Mali, Sénégal. Ce sont des soufis, c'est des gens d'une grande douceur dans leur manifestation de religion. Les gens de Al-Qaïda ou de l'État islamique les horrifient, ils en ont peur. Quand ils en ont eu au nord du Mali, j'ai eu des étudiants qui étaient affolés, ils disent on ne veut pas les voir, c'est des tueurs, etc. Donc ils ne sont pas très populaires finalement dans leur milieu et on sent que c'est une menace qui... Il peut y avoir une bombe demain, hein, on est d'accord, mais quand même, il y a une régression. Donc le phénomène terroriste en tant que tel, selon vous, s'estompe, mais aussi le phénomène aussi des organisations terroristes. Est-ce que, en tant qu'organisation, les organisations terroristes sont moins puissantes? Mais il n'y en a plus en Europe. Il n'y en a plus une seule. La dernière organisation terroriste avec un comité central, une direction de la lutte armée... Donc les attentats de 2015-2016, c'est pas le fait d'organisation terroriste, mais plus le fait de loups solitaires. Non, c'est pas des loups solitaires, c'est des meutes, c'est-à-dire des gens qui se concentrent à un moment donné, mais qui n'ont aucune espèce d'existence permanente, comme un peu les gens qui se réunissent pour un lynchage et qui, après ça, rentrent chez eux une fois qu'ils ont commis leurs exactions. Et la dernière organisation terroriste, au sens organisation terroriste du terme, qui opérait en Europe, c'est l'ETA. Depuis 2012, elle est hors de la lutte armée, il n'y en a plus une seule. Essayez de trouver des attentats commis dans l'Union européenne par une organisation terroriste, vous n'en avez plus. Vous avez soit des fratries, les 3 frères Abdeslam, les 2 frères Kouachi, etc., et qui sont des gens très difficiles à pénétrer en termes de renseignements, parce que comme généralement ils habitent ensemble, ils se téléphonent pas, et les interceptions téléphoniques c'est bien utile, et puis deuxièmement, ils se parlent directement, quoi. C'est des gens qui vivent dans un même appartement, ou au pire dans un même quartier, et donc ils sont très difficiles à cerner en matière de renseignement, mais quand vous n'avez pas d'organisation, c'est-à-dire ce qu'était l'IRA en Irlande du Nord, ou l'ETA, ou même à ses débuts le FLNC en Corse, vous n'avez pas un danger de niveau stratégique. Le petit noyau d'individus, la fratrie, Mohamed Merah et son frère, Koulibaly et sa femme, les 3 frères ceci, les 2 frères cela, c'est pas l'armée allemande, quoi. C'est pas un péril de niveau stratégique. Donc vous avez affaire à des individus en petits noyaux ou en petites meutes comme ça, qui peuvent faire des dégâts, mais en aucun cas ça ne menace la stabilité d'un État constitué, même de dimension modeste, quoi. La Belgique est beaucoup plus petite que la France, voilà, il y a eu des attentats, et puis la vie continue après, les individus ont été capturés, et puis à la fin ça s'arrête, quoi. En 2017, donc, dans votre livre, on lit que donc, 21 386 individus étaient surveillés par le renseignement français, et dont 9 000 d'entre eux
pour prévention de terrorisme et 5 000 pour crimes organisés. Alors, est-ce que vous pensez que la surveillance des éventuels criminels est efficace en France? Oui, plus. Il y a eu une mauvaise surprise au début des années 2010 parce que la nature, l'essence même de ce qu'était le terrorisme djihadiste avait changé et que les services français n'ont pas repéré ce changement aussi rapidement. Vers l'an 2000, vers le 2001, le sommet de la pyramide du terrorisme djihadiste, c'était les grands seigneurs salafistes, les Bin Laden, des gens venus des grandes familles, les individus qui sacrifient leur vie le 11 septembre pour prendre les avions et les précipiter dans les tours, sont tous des gens de la bonne société saoudienne ou émirati ou koweïti, donc sont des gens de la bonne société. Et petit à petit, cet idéal-là dégénère, beaucoup d'entre eux sont tués, et à la fin, les derniers des Mohicans, si on peut dire ça, sont des voyous, des petites crapules, réislamisés à la hâte, qui connaissent vaguement 3 sourates du Coran et qui tournent au desperado et qui, à la fin, sacrifient leur vie parce que leur vie, ils ne savent pas trop quoi en faire. Mohamed Merah, il a 23 ans, il a une quinzaine d'inscriptions à son casier judiciaire, dont la moitié pour vol à main armée. Il est confus dans sa tête. Le lundi soir, il va en boîte de nuit et il picole et il tire sur des joints et le lendemain, il est à la mosquée. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas dans si vous voulez, une espèce d'élite terroriste. Je sais que le terme peut choquer, mais comme l'étaient Zawahiri ou Bin Laden ou des gens comme ça qui étaient dans une certaine forme des combattants qui avaient été combattre en Afghanistan et qui avaient choisi la lutte armée. Là, on a des paumés, quoi. Est-ce que l'arsenal judiciaire en France est trop lourd? Il est, je vais dire qu'il faudrait... Trop lourd, ça veut rien dire, quoi, parce qu'il faut... Est-ce qu'il empêche la surveillance et la détection de terroristes? Non. Premièrement, parce qu'il y a la théorie et il y a la pratique. Un certain nombre de magistrats, notamment ceux qui ont affaire aux affaires de terrorisme, comprennent les nécessités. Par exemple, c'est pas beau de ficher les gens sur la base de leur religion. Si vous ne pouvez pas faire un fichier d'islamistes ou prétexte qu'ils sont musulmans, on n'y arrive pas, quoi. Donc il y a des adaptations qui relèvent du bon sens. Les gens disent oui, la CNIL, je suis ces affaires-là d'assez près. Quand les demandes sont raisonnables et limitées dans le temps, parce que ce qu'il faut éviter, c'est des trucs qui durent à l'éternité, à ce moment-là, c'est naturellement accepté. Donc, vous avez affaire à des individus qui ont changé dans leur nature, qui sont plus de la même catégorie de ceux d'avant, et la difficulté pour les services français, surtout intérieurs, c'est de s'adapter aux nouveaux ennemis, de pas continuer à traquer des grands seigneurs salafistes à Raqqa ou alors quelque part au Moyen-Orient, alors qu'il n'y en a plus, et que le danger, il est au pied de l'immeuble, dans la cité d'à côté, que c'est des petits voyous qui basculent brutalement. Pour les Abdeslam, à Molenbeek, et vous savez, les attentats du mois de novembre 2015, ça s'est fait en quelques semaines, quoi. Ils sont passés de la boîte de nuit et de la vodka au Harm al-Sharif, c'est-à-dire les espèces de récitations islamistes qui sont en permanence, qui vous procurent une espèce de lavage de cerveau, et puis la cousine qui était un peu fofolle, qui se met en niqab, etc. Et brutalement, le basculement, il se fait très vite. Donc c'est ça qui est difficile à suivre, c'est la rapidité avec laquelle ces basculements se font. Les migrants aussi, vous en parlez dans cet ouvrage, donc 2,5 millions d'entre eux, en 2016, sont passés par des réseaux de trafic pour un chiffre d'affaires de 4 à 6 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'il en est actuellement ? C'est toujours pareil, c'est un des plus gros business criminels. Il n'y a pas 1 sur 100 des migrants qui arrivent de la côte africaine à la côte européenne, où que ce soit par la Grèce, par l'Italie, par l'Espagne, il n'y en a pas 1 sur 100 qui le fait de lui-même. La preuve de ce que je vous dis, il y a plusieurs preuves, mais commençons par la première, c'est que naturellement, vous avez vu qu'à un moment donné, l'Italie ferme la porte et hop, mais en 2 semaines, 3 semaines, tout se transporte vers l'Espagne et vers le Maroc et vers l'Espagne. Comment des pauvres gens isolés, paumés dans le désert, peuvent arriver à basculer comme ça? C'est la preuve que c'est organisé. Et puis il y a une deuxième preuve,
qui est moins officiel, mais que je vous livre. À l'heure actuelle, ces réseaux de trafic de migrants sont tellement structurés, tellement puissants, tellement riches et tellement corrupteurs que l'Italie, qui a une grande habitude des mafias, a confié à l'élite de la police anti-mafia le fait de s'occuper aussi des réseaux de passeurs. Ce sont des gens fort dangereux et qui n'hésitent pas à tuer... Enfin, vous vous rendez compte ? Regardez la carte de l'Afrique. Vous êtes au Nigeria, vous êtes au Burkina Faso, vous êtes dans ces coins-là. Il y a 4-5 000 kilomètres de désert avant d'arriver sur la côte libyenne, selon de 3 000 à 5 000 selon la route qu'on prend. Comment vous faites ? Il faut naturellement toute une logistique. Il faut des réserves dans le désert. C'est une révélation que je vais vous faire. Il n'y a pas d'eau, quoi. Donc, il faut des points où on va pouvoir prendre de l'essence pour les camions. Il y a une énorme logistique. Et les satellites militaires, notamment français, ils la suivent, la logistique en question. On sait très bien, on voit les autobus partir de Benin City au Nigeria et remonter. Alors, c'est des milliers de kilomètres. Il y a des arrêts, il y a des stops. Et soit arriver sur place en Libye, soit parce que c'est le règne des milices, quoi. Soit les individus, hommes ou femmes, les malheureux qui ont été séduits à l'idée d'avoir une vie meilleure en Afrique, se soient vendus comme esclaves sur place. Si vous voulez acheter un esclave en Libye à l'heure actuelle, ça coûte $200 pour aller travailler dans les champs. On en est revenu là. Et puis après ça, les autres, ils risquent d'être noyés parce que, vous savez, c'est pas des humanistes. Les trafiquants, ils me donnent un bateau pourri et puis après ça, ils essayent de traverser. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Et quant aux femmes, elles sont récupérées dès l'arrivée dans les camps de réfugiés en Italie et mises dans les mains du crime organisé nigérian, des grands clans criminels qui s'appellent Black Axe ou des choses comme ça, de façon à être prostituées, systématiquement. Et donc, comment faire pour... arrêter, donc qu'il y ait des morts en Méditerranée et donc arrêter ces migrations, quoi. Ces réseaux de trafic, surtout. J'ai l'impression, mon sentiment est que les gouvernements européens n'ont pas réussi à persuader les gouvernements africains concernés de la dangerosité de leur propre eux, africains, réseau criminel. Voilà, les réseaux nigérians, ils sont extrêmement féroces, ils sont extrêmement sauvages, ils sont des gens d'une grande brutalité qui n'hésitent pas à tuer. Et localement, au Nigeria et ailleurs, ça fait partie du folklore, c'est les petits gars du coin et on ne les réprime pas assez. Si on ne réprime pas ces gens-là sur le continent africain, naturellement, ils continueront à expédier des esclaves en France pour le travail servile, pour la prostitution et autres. Dans le livre aussi, vous parlez des différences entre plusieurs pays, notamment les États-Unis et le Japon, par exemple. Au Japon, en 2014, il y a eu 6 morts par arme à feu. Aux États-Unis, 33 599. Alors, comment l'expliquer ? Parce que dans un cas, il n'y a pas d'armes à feu disponibles, et dans l'autre, elles sont partout. Alors, d'abord, évitons l'espèce de cliché journalistique. Les armes à feu n'ont jamais tué personne. C'est des êtres humains qui tuent. Si vous posez une Kalachnikov sur la table et si vous n'y touchez pas, elle prend la poussière et elle est totalement inoffensive. Donc, ce qui fait qu'il y ait des morts aux États-Unis, c'est du fait des êtres humains qui vivent aux États-Unis et pas les armes qu'on y trouve. Je vais vous donner la preuve de ça. Vous avez des pays comme le Brésil et comme le Mexique où il y a beaucoup plus d'armes à feu qui traînent encore à la disposition de tout le monde qu'aux États-Unis et jamais il y a eu un seul massacre de masse comme à Las Vegas ou comme encore récemment dans une entreprise sur la côte Est. Là, il n'y a jamais de ce phénomène-là. Donc, c'est ce qui se passe dans la tête de la population américaine, ce qui fait qu'à un moment donné, des individus, comme on dit vulgairement, pètent les plombs, puis prennent une arme et vont dans leur entreprise pour tirer, etc. Également, il y a un fait qui n'est rarement mentionné par political correctness, les massacres de masse, c'est un apanage des pays protestants. Les États-Unis, pays protestants, il y en a. Breivik, en Norvège, il y en a. Dans les pays catholiques, il n'y en a presque jamais. Ou orthodoxes. Le Brésil, oui, c'est des gangs. Ah oui, mais c'est totalement autre chose. Là, il y a une logique dans une... Enfin,
Expliquer n'est pas approuver, naturellement. Quand tel gang brésilien entre dans une guerre avec tel autre gang brésilien, c'est pour le contrôle du trafic de stupéfiants ou de la prostitution ou du vol de camions ou quoi que ce soit sur un territoire donné. Donc c'est compréhensible. Je parle des massacres de masse. Le massacre de Las Vegas qui a fait 58 morts. Le FBI vient de terminer l'enquête. Ils ne savent pas pourquoi cet homme a accumulé des armes et monté dans une tour et a tiré dans la foule. C'est ça le côté tragique des massacres de masse aux États-Unis. 99 fois sur 100, les auteurs de ces massacres sont soit tués, soit quand ils sont capturés, ils n'arrivent pas à expliquer leurs gestes. C'est ça, c'est le côté totalement irrationnel. La politique du chiffre au ministère de l'Intérieur en France, vous en parlez notamment sur les cambriolages, les vols à main armée. Est-ce que les chiffres sur l'insécurité en France sont faussés? Totalement. Le ministère de l'Intérieur triche, et depuis des décennies. Alors, c'est pas simple à expliquer, mais je vais tenter de le faire, parce que c'est important. Est-ce que c'est un peu comme les chiffres du chômage? C'est catégorie A, catégorie B? Non, c'est pas la même ratatouille, mais c'est une ratatouille quand même, si vous voulez, qui est faite. Alors, je vais vous expliquer. Quand il y a un vol à main armée, par exemple, dans la rue, là, il y a une épicerie, on va braquer l'épicerie. Il y a des policiers qui viennent constater. Ils rentrent au commissariat et ils disent c'est un vol à main armée. Ça s'appelle, dans le langage police-justice, nature d'affaires. Voilà. Et donc, après ça, l'inspecteur qui a été voir, le commandant de police, c'est pas lui qui va décider de la catégorie, c'est le patron du commissariat ou le patron de la gendarmerie. Et là, il va dire, ouais non, vol à main armée, on en a déjà eu cette année, donc ça va, on va mettre ça, vol avec arme, c'est-à-dire que ce n'est plus un crime, et puis c'est un délit. Alors on passe de crime à délit. Pourquoi on essaye de gommer le plus possible des crimes en France pour les transformer en délits? C'est que le crime, c'est un procès aux assises. Et je sais, parce qu'un haut magistrat me l'a dit, qu'en moyenne, un procès d'assises, un seul, coûte au ministère de la Justice 600 000 €. Il y a de l'ADN, il y a des témoins, ça peut durer des semaines, etc. C'est hors de prix. Donc, si chaque fois, il y a, disons, à la louche, 9000 braquages en France, 9000 fois, on n'attrape pas tous les coupables, mais on attrape, disons, la moitié. Ça fait 4500 fois 600 000 €, vous comprenez, voilà, c'est fini. Le ministère de la Justice explose en vol. Donc, il y a cette espèce d'érosion où on fait passer des crimes dans la catégorie délit. Et puis, dans les cambriolages, il y a une autre forme de triche, c'est que le ministère de l'Intérieur, dans les statistiques qu'il publie chaque mois, donne les cambriolages de résidence principale, votre logement. Mais si vous avez une résidence secondaire qui a été cambriolée, si une mairie a été cambriolée, si des locaux agricoles ont été cambriolés, si une usine a été cambriolée, il faut aller chercher ça dans des tableaux Excel de 500 pages et c'est pas public. Or, ces cambriolages d'autres choses que des logements principaux, à la louche, ça représente 40% du total. Donc, c'est pas très honnête de présenter uniquement les cambriolages de résidence principale, parce que, notamment, les gens à la campagne, comment vous voulez protéger une ferme? Comment vous voulez protéger des champs? Le type qui se fait piquer son tracteur, etc., bon, encore ça rentre dans la statistique, mais s'il y a un cambriolage dans sa grange, et ben voilà, c'est pas dans la statistique qui est publiée mois par le ministère. C'est malhonnête. Et ça, c'est que pour les cambriolages ou c'est... Les cambriolages, ça fait partie des deux choses les plus sensibles pour les gens. Les gens, ça les traumatise. Donc, dormez braves gens, si on peut gommer le truc en matière de cambriolage, évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas dissimuler. Dans un état de droit, on ne peut pas dissimuler, ou à 99 fois sur 100, on ne peut pas dissimuler un homicide. Hein. Donc là, on va avoir la statistique honnête. Et pour la différence entre la criminalité vécue et la criminalité connue, ça s'appelle le chiffre noir. Les homicides, il y a presque 0 chiffre noir. En revanche, on connaît à peu près un vol à la tire, c'est-à-dire les pickpockets, sur 5. Parce que les gens ne portent pas plainte, qu'elle fait 3 fois, et ils ne portent plainte, en gros, que quand il faut le dépôt de plainte pour avoir un remboursement de son assurance, c'est-à-dire, par exemple, pour un cambriolage. Donc là, on en sait plus, mais bien entendu, on évite de donner de trop mauvaises nouvelles, et on a tendance, en France, le ministère de l'Intérieur a un peu tendance à balayer la poussière sous le tapis.
Et justement, on va parler peut-être un autre livre, je le vois dans votre bibliothèque, La France Orange Mécanique, de Laurent Berton chez Ring. Et ça a provoqué peut-être une prise de conscience aussi en France de ces chiffres qui sont faux. Alors, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais une partie des médias considère que ce n'est pas noble. Une fois, j'étais dans une télévision pour une émission et j'ai dit à la journaliste, enfin, vous vous rendez compte de ce qui se passe en France? Et je décris un assassinat, mais quelque chose d'extraordinaire dans le Midi qui a été... Et elle me répond, oui, mais ça, c'est un fait divers, avec mépris. Pour eux, les faits divers, c'est pas important. Vous savez, c'est Marie-Antoinette qui mange de la brioche, quoi. C'est un peu ça. Donc, au jour le jour, il y a des phénomènes qui se passent, il y a des tas de gens âgés qui sont attaqués à domicile ou attirés dans des pièges par des gens qui prétendent être l'agent des téléphones, ça c'est tous les jours, des règlements de compte entre les malfaiteurs, des gens qui s'entretuent pour le trafic, par exemple, de stupéfiants dans un quartier donné, c'est tous les jours, des meutes d'individus qui tombent sur des policiers nationaux, des policiers municipaux et qui les chassent du quartier, c'est tous les jours, et tout ça a tendance à passer un peu à l'as. Or, il faut se souvenir des fondamentaux. Qu'est-ce qu'un État-nation? L'État-nation, la définition, elle a été donnée une fois pour toutes par Raymond Aron dans une phrase qui est brillante et extrêmement synthétique. L'État-nation, c'est respecter à l'extérieur, en paix à l'intérieur. Quand il y a des braquages tous les jours, quand il y a des cambriolages tous les jours, quand il y a des personnes âgées attaquées tous les jours, le pays n'est pas en paix à l'intérieur. L'État-nation n'a pas été créé pour fixer les salaires de nuit des infirmières ou le jour d'ouverture des soldes. Il a été créé pour faire en sorte que le pays soit en paix à l'intérieur, respecté à l'extérieur. Pas de guerre, pas de désordre. C'est pas fait à l'heure actuelle. Pour un criminologue, comment faites-vous pour analyser la cybercriminalité? C'est simple. À partir de maintenant, il y a deux sortes de criminalité. Il y a la criminalité du monde physique et la criminalité du monde numérique. Alors, on a commencé, j'ai fait un livre là-dessus, on a commencé par voir quelles étaient les formes de criminalité du monde physique qui s'étaient répercutées dans le monde numérique. C'est-à-dire, les bandits du monde numérique, que font-ils d'original par rapport à ceux du monde physique? Alors, la seule, évidemment, difficulté pour le monde numérique, c'est l'assassinat, l'homicide, parce que c'est des écrans, et puis c'est des 0 et des 1, basiquement. Donc c'est dur. Alors on peut indirectement et à grand-peine pousser des gens au suicide, ou alors saboter un avion à distance, mais c'est quand même dur. En dehors de l'homicide, tout ce qui existe dans le monde physique existe aussi dans le monde numérique. Les vols, les braquages, le racket, le chantage, etc., tout ça existe. Donc jusqu'à présent, il y avait peu dans le monde numérique de formes originales de criminalité. Donc voilà, la seule chose qui permet aux malfaiteurs et aux bandits du monde numérique de s'en tirer mieux, parce que c'est pratiquement zéro arrestation, que dans le monde physique, c'est que jusqu'à présent, la sécurité dans le monde numérique est confiée à des ingénieurs qui sont des gens extrêmement savants, très forts, mais qui n'ont jamais vu un criminel de leur vie. Donc ils sont un peu naïfs, quoi, ou pas au courant, quoi. Alors ils mettent des rustines, et puis ils espèrent que le Zodiac coulera pas, quoi. C'est un peu ça à l'heure actuelle. Et donc vous allez aussi donc, sur le dark web pour... Non, sur des sites de djihadistes pour analyser. Il y a des gens pour le faire. C'est moi qui les oriente en disant « faut chercher ci, faut chercher ça ». Songez que quand nous, on a affaire à des problèmes mondialisés, quoi. Quand je suis avec des gens de l'IRA, je ne vais pas apprendre le gaélique. Avec des Basques, la langue basque, qui n'est certainement pas une des plus simples au monde. Pareil avec les Japonais, l'armée rouge japonaise. Donc on ne peut pas tout faire, tout suivre, on n'est pas omniscient. Simplement, il y a dans le domaine criminologique ce qui s'appelle des invariants, des fondamentaux. Et notre tâche dans le monde numérique consiste à retrouver ces fondamentaux et après ça à suivre des traces à partir de là et à essayer d'éclairer, d'expliquer le comportement des gens. Nous, on file pas des gens dans la rue, on les arrête pas, c'est pas notre métier, il y a des gens qui font ça très bien. Et en tant que criminologue et enseignant, je sais
très bien la façon de se fâcher avec tout le monde. Si vous expliquez aux policiers comment faire la police, aux gendarmes, aux magistrats et aux espions, voilà, si vous leur expliquez comment faire leur boulot, vous vous fâchez avec tout le monde. Donc c'est quoi être criminologue, en fait? Eh ben, ce qu'être criminologue, c'est réunir, c'est comme être chimiste ou être physicien, ça consiste à faire des recherches dans un champ de recherche donné et après ça, essayer de trouver des éléments de continuité, essayer de trouver des formes un peu originales ou nouvelles, etc. et transmettre ça, après ça, aux gens qui sont dans le domaine de la prévention ou dans le domaine de la répression. J'avais une question aussi. Certains médias vous ont reproché peut-être régulièrement votre jeunesse et votre adhésion à Occident. Est-ce que vous le regrettez ou... Alors, d'une part, pas du tout, mais comme ceux qui reprochent ça étaient dans le camp d'en face, c'est-à-dire étaient ou trotskistes ou maoïstes, je rigole en disant, très bien, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant et d'important pour moi, parce que le fait qu'ils soient obligés de radoter sur ce qui s'est passé il y a maintenant 50 ans prouve qu'ils n'ont pas grand-chose à me reprocher dans l'actualité. Je dois faire bien mon boulot parce que ils me lisent, vous savez à quel point on vit dans un monde où on ne réplique plus aux gens, mais on essaye de les culpabiliser, de les chasser de la table, de les disqualifier.